le médecin du travail, il est vraiment à l'interface de l'état de santé de la personne et des conditions de travail, des risques professionnels. Donc c'est vrai qu'après, ça devient un peu pour nous des formations professionnelles, mais chaque fois qu'il y a une situation, une organisation nouvelle, on liste. L'idée, c'est d'évaluer les risques, de lister les risques, de voir si ce risque existe, et si ce risque existe pour la santé, l'idée, c'est vraiment soit de diminuer le risque, soit de le supprimer. Alors, pour le télétravail, d'ailleurs, M. de Masneau en a parlé, je crois qu'effectivement, il y a deux choses par rapport aux risques qui me paraissent importantes. Le télétravail qu'on appelle gris, là, c'est-à-dire informel, pas cadré par un accord, et le télétravail qui est cadré par un accord, où les partenaires sociaux ont participé, etc. Négocié, en fait. Négocié, ouais. Donc, moi, pour ma part, je suis médecin du travail pour une grosse entreprise de 2000 personnes où un accord cadre a été validé en 2014. Donc, on a déjà une expérience de plus de 2 ans de télétravail. Et puis, un panel de petites entreprises. La plus grosse, c'est 80, mais il y a des entreprises de 10 personnes. Et là, il n'y a pas du tout de... Ou alors, il y a peut-être du télétravail gris dont je ne connais pas forcément l'existence. C'est le principe du travail gris. Oui, du travail gris, c'est ça. Non, mais le travail gris, il est autorisé. Le télétravail, c'est pas le travail noir. Le télétravail gris est autorisé, mais il n'est pas cadré par... donc, il doit y avoir une autre catégorie noire, entre guillemets, qui est masquée. Je sais pas, parce que si vous êtes en télétravail noir, vous n'êtes pas sur le lieu de travail et vous risquez d'être... non, mais quand on travaille en dehors de ses heures de travail, on n'a pas de télétravail installé, par exemple. Et on a sur son smartphone des emails qui arrivent à minuit et qu'on les traite à ce moment-là. Droit à la déconnexion, maintenant. On a un droit à la déconnexion, certes, mais n'empêche qu'il n'est pas officiellement considéré par l'entreprise s'il n'y a pas un accord qui a été signé. Et il est à la limite de la légalité. Oui, de recevoir des mails à minuit, vous pouvez voir que c'est une grande majorité des postes à responsabilité. Ouais. Donc, je pense que maintenant les gens font quand même plus attention justement à équilibre, vie de travail, Et puis il y a eu tellement, vous savez, de burn-out, de surinvestissement professionnel. Il y en a encore, bien sûr, mais je pense que les gens. Alors, pour revenir aux risques télétravail, nous on les a listés en trois risques. Alors, risques psychosociaux, ce qu'on appelle les risques psychosociaux. D'abord, c'est effectivement lié à l'isolement, lié au manque d'information, manque de communication. On n'est pas forcément dans l'entreprise quand il y a des réunions. Enfin, ce sont des risques. Après, on va voir comment on diminue ces risques. Dans les risques psychosociaux, il y a aussi effectivement la personne qui se questionne, qui ne sait pas trop, puis qui effectivement ne peut pas être supervisée par son manager, puisque par définition, elle est à distance. Donc c'est vrai que tout ça, des risques psychosociaux. Un autre risque psychosocial quand même, qui est important, je pense, c'est que comme tout se fait par mail, il y a aussi le côté obligation de réactif, de travailler dans l'urgence, de répondre tout de suite. Ça peut être aussi un risque pour la personne. Le deuxième risque, c'est tout ce qui touche à l'ergonomie, l'installation, la posture, l'installation du poste. Parce que chez vous, vous n'avez pas forcément ce qui est fait dans les entreprises, le siège réglable en hauteur, le bon poste de travail, la lumière adaptée, le store qui va bien pour éviter dans le canapé, c'est hyper ergonomique normalement. C'est justement pas très très ergonomique et ça, voilà. Donc ça, c'est un risque qui existe aussi. Et le troisième risque, c'est le risque, alors là vous avez peut-être trouvé drôle, mais enfin, c'est le risque sécurité électrique. Et d'ailleurs, je vais vous dire ce que fait mon entreprise, pour diminuer ce risque, il demande à la personne un certificat de conformité des installations électriques. Que le télétravailleur doit que le télétravailleur doit fournir. Alors, c'est-à-dire que c'est une attestation. S'il est sûr qu'il est aux normes électriques, il fait attestation sur l'honneur, machin. S'il n'est pas sûr, il doit faire passer quelqu'un, un électricien, pour avoir un certificat de conformité. Et l'entreprise dans laquelle je travaille donne un forfait de 150 € pour ce passage de l'électricien. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut, au niveau c'est pas électrique, c'est plutôt informatique, que tout le matériel soit du matériel validé par l'entreprise. Donc risques psychosociaux, risques ergonomiques, risques sécurité électrique. Donc maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, finalement, ces risques, c'est vrai que si c'est bien cadré, les risques, finalement, sont assez faibles. Parce que nous, en tout cas, dans mon entreprise, le télétravail, effectivement, il est basé sur le volontariat. La personne fait une demande à son manager
mais le manager peut refuser. C'est-à-dire que les critères d'acceptation du télétravail, c'est une personne qui a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, donc qui n'est plus en période d'appropriation du poste, une personne qui a fait ses preuves de responsabilité, d'autonomie dans son travail, qui n'a pas besoin justement d'avoir une supervision de proximité par le manager. Ça se mérite, en fait. Voilà. C'est pas que ça se mérite, mais c'est le manager qui décide, parce qu'effectivement, une fois qu'il est chez lui, il faut... Et quelqu'un aussi qui sait gérer un petit peu son temps de travail pour éviter, effectivement, de surcharger les journées, de passer son temps à bosser, etc. Donc, vraiment, le manager évalue l'autonomie, puis le niveau de confiance aussi qu'il a dans la personne. Parce que c'est vrai que pour les managers, c'est quand même du lâcher-prise, le télétravail. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, Isabelle, je pense que ça a amené une obligation aux managers de devenir bons, si je devais dire ça, de devenir des leaders, parce que l'hyper-contrôle ne peut pas fonctionner avec le télétravail. Alors, ça, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, ça ne se décrète pas. Et c'est vrai qu'il y a des managers, chasser le naturel, il revient au galop. Vous m'entendez pas, j'ai pas l'impression. Donc, il y a des managers qui restent dans le contrôle, et c'est vrai que dans l'entreprise où je suis, il y a certains services où il y a pas où le manager refuse. Alors, il dit, c'est parce que le N+2 ne veut pas, c'est parce que si, c'est parce que ça. Mais en fait, c'est parce que ces managers sont très dans le contrôle et ils ne sont pas encore dans le management autonomie, confiance, responsabilisation. En France, il y a une explication effectivement à ça, d'une certaine manière, c'est qu'on devient manager pas parce qu'on est bon manager, c'est parce qu'on veut nous faire une promotion. Souvent, c'est ça. Exactement. Et on n'a absolument pas évalué les compétences réelles de management. Et ça, c'est très, très français. Alors, je ne sais pas si c'est très français, mais en tout cas, c'est une réalité qui a des impacts, effectivement, qui peuvent avoir des impacts importants au niveau des risques psychosociaux. L'autre critère aussi, je pense que ça c'est pour toutes les entreprises, c'est s'il y a des données de sécurité, par exemple des choses, confidentialité, sécurité des données. Donc, il y a certains postes qui sont pas compatibles avec le télétravail. Voilà. Donc, une fois que le manager s'est mis d'accord avec la personne, dans l'entreprise où je suis, toujours pour pallier à ces risques psychosociaux, pas plus de 2 jours par semaine. 1 jour ou 2 jours par semaine, avec une période d'essai, une période probatoire, ils appellent ça, de 3 mois, pendant laquelle soit le salarié, soit le manager peut mettre fin au télétravail. Quoi d'autre? Il y avait autre chose aussi. Est-ce que précisément dans votre entreprise, en tant que médecin du travail, finalement aussi en tant que thérapeute, est-ce que vous êtes amené à faire une veille avec les gens qui sont en télétravail, peut-être individuelle ou régulière? Est-ce que ça vaudrait le coup? Est-ce que c'est des pratiques qui vous semblent importantes à mettre en place? En principe, dans cette entreprise, ils avaient dit 2 ans après l'accord, on va faire un bilan, on va évaluer le télétravail. J'ai essayé de trouver, j'ai demandé au RH le document, on m'a dit bon, c'est quoi? Bon, j'ai pas eu de document. En tout état de cause, oui. Alors, eux, si, ils ont fait un document chiffré, nombre de managers, nombre d'hommes, nombre de femmes, voilà. Mais en tout cas, moi, je n'ai eu aucun retour négatif de télétravail. Les gens, d'une façon générale, sont très contents d'être en télétravail. Parfois, ils viennent me voir en me disant, malheureusement, j'aimerais bien, mais on ne me l'accorde pas pour les raisons soit d'autonomie, soit de contrôle, de problèmes de contrôle. Par contre, comme on avait vu sur les petites questions tout à l'heure, est-ce qu'il y a une analyse, puisqu'ils ont l'air d'aimer les chiffres, les managers de cette entreprise-là, est-ce qu'éventuellement ils ont fait une analyse un petit peu pertinente sur la différence de rentabilité de l'individu? Non. Parce qu'on constate souvent quand même qu'il n'y a pas de retour sur expérience, ça manque un peu. Ouais, c'est un sujet tabou. Et puis je vais vous dire, pour certains postes, c'est difficile d'évaluer la rentabilité, autant, voilà... Oui, la productivité, c'est très difficile. Donc, effectivement, je crois que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de fixer des objectifs, d'avoir des entretiens réguliers avec le manager pour voir si ces objectifs sont Les objectifs ne sont pas nécessairement toujours chiffrés et objectivables. Ça peut être des objectifs qualitatifs. Oui, ben voilà. Et ça s'évalue aussi. On fixe des objectifs qualitatifs, comme vous dites, ou que les missions soient claires, parce que parfois, les missions manquent de clarté. Et là, c'est compliqué aussi. Donc, voilà pour les risques psychosociaux. Donc, le droit à la déconnexion, ça, c'est très important. Parlez-nous un petit peu, justement. Non, mais justement, et là, sur tous les mails dans cette entreprise, c'est écrit le droit à la déconnexion existe. Vous n'êtes pas obligé de répondre à un mail. Vous ne vous mettrez pas en défaut si vous ne répondez pas à un mail à 21h ou le samedi soir. C'est spécifié sur les mails. C'est spécifié sur les mails.
Depuis quelques mois, c'est spécifié. Donc ça, bon, c'est bien, c'est un plus. Par rapport aux risques psychosociaux, voilà, oui, je pense que je vous ai tout dit. Oui, alors, le risque psychosociaux aussi, il persiste malgré tout un agenda commun, c'est-à-dire que les gens doivent, sur l'agenda que le manager a, parce qu'il ne peut pas tout retenir, donc voilà, vraiment les jours de présence, parce qu'en plus, le télétravail dans une équipe, c'est vrai que c'est compliqué, parce que tout le monde n'a pas forcément le même jour. Donc, pour faire des réunions d'équipe, c'est parfois un petit peu acrobatique. Il me semble que dans certaines entreprises, ils ont prévu, mais Xavier peut-être nous répondra aussi, ils ont prévu d'avoir sur des équipes à gérer en télétravail des jours obligatoires présentiels où tout le monde est là de l'entreprise. Ouais, voilà. Ce que je trouve intelligent. Je pense que le non-télétravail, le jour non-télétravail. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Si, autre chose importante, c'est vous qui me faites penser, merci. Par rapport à ces risques psychosociaux, voilà, il sensibilise à faire une pause méridienne, c'est-à-dire pas travailler, voilà. D'une part, sur le plan... l'idéal, c'est d'avoir une pièce dédiée pour vraiment avoir une coupure entre vie professionnelle, vie familiale. C'est pas toujours évident, mais quand même d'essayer d'avoir, même s'il n'y a pas de pièce dédiée, d'avoir un endroit un peu pour avoir effectivement cette coupure symbolique pour bien différencier la vie professionnelle. Et là, on est dans le cas du télétravail à la maison. Oui, à la maison. Oui, sachant que de plus en plus, il y a une vraie croissance du télétravail en coworking en dehors de la maison, qui peut être dans des espaces de coworking dédiés, mais qui sont aussi, on en voit plein partout, dans les cafés, dans les... Ouais. Alors voilà. Ça c'est possible, mais en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est soit à la maison, le télétravail, soit dans des locaux de filiales, etc. Et comment vous pouvez le contrôler, ça, justement? Ah ben non, mais ça c'est parce qu'il y a un avenant au contrat de travail, et il y a tout est formalisé par écrit, tout est très cadré. Donc quand c'est cadré, ça veut dire aussi rigide? Rigide. Non, c'est une question. Bon, je pense que comme ça, c'est clair pour le manager. Il sait où est la personne. Si elle va au café, il y a aussi des plages horaires où le manager peut joindre la personne par téléphone. Parce que c'est vrai que moi, c'est arrivé déjà que quelqu'un me dise « Écoutez, docteur, j'aimerais bien avoir du télétravail parce que j'ai des problèmes de dos, j'ai des séances de kiné à faire. Donc, d'avoir du télétravail, ça m'arrangerait parce que je pourrais aller faire mes séances de kiné le vendredi ou le mardi à 10h du matin. » J'ai dit « Écoutez, à 10h du matin, c'est peut-être quand même une plage de travail. Quoi. Donc ça, vous voyez avec votre manager, mais moi, je peux pas vous faire un certificat médical. Donc, dans le télétravail blanc, puisqu'il y a du gris puis du noir, il y a du blanc, il y a quand même des contraintes qui sont amenées aux télétravailleurs. À partir du moment où c'est négocié, ça veut dire que... Moi, je pense que ce ne sont pas des contraintes. C'est pas vécu, et à la limite, ce n'est pas vécu comme des contraintes. Contrepartie. C'est un cadre, voilà, oui, vraiment un cadre qui met à l'aise finalement le manager et la personne. Voilà, maintenant peut-être que certaines le vivent comme une contrainte, mais d'un autre côté, il y a tellement plus d'avantages à être en télétravail que, voilà. Moi, ça me paraît normal qu'une entreprise, surtout pour les managers qui sont très dans le contrôle et qui disent oui, elle veut le télétravail le mercredi, mais en fait, ça lui permettra de s'occuper de ses enfants. Voilà, alors que s'il y a vraiment les plages horaires, les heures où le manager peut téléphoner, je pense que ça, c'est bien. Donc ça, c'est pour les risques psychosociaux. Pour les risques liés à l'ergonomie, donc dans mon entreprise, ils donnent des petites brochures, type brochure INRS, voilà, avec tous les conseils ergonomiques, comment bien vous installer face à ce qu'on fait nous dans l'entreprise, hein, pour que la posture de travail soit le plus rapprochant de la posture au bureau. Hein, même si effectivement toutes les personnes n'ont pas forcément un siège adapté mais alors on recommande aussi des pauses régulières, la pause méridienne, enfin tout ce genre de choses. Hein, voilà. Et par rapport aux sécurité électrique, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure, certificat de conformité.